Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nissa. Vous l'aurez reconnu, pas d'accent marseillais aujourd'hui à l'animation, puisque c'est moi, Sky, qui prend le relais. Voilà, après un premier abandon de chauve avec les vacances de Cédric, c'est Brice qui nous lâche cette fois-ci. Cédric qui m'accompagne, du coup, qui est revenu de vacances. Salut Cédric. Salut Sky, ça va? Ça va? La Bah forme? ouais, nickel, bientôt. Là. Moi, j'approche de la fin des vacances, ça commence à sentir Aïe, mauvais pour aïe. moi là. La Là, reprise lundi, du c'est la boulot. reprise. Ouais, ça va être violent, je pense. Voilà, Mais on bon. va parler bien entendu mercato pendant cette émission, je pense que vous attendez ça tous et toutes. L'arrivée de Ronny Lopez aussi, forcément les matchs amicaux, l'avant-saison du gym, on va un peu tous dire. On a un invité spécial avec nous, un expert du football portugais, un expert de l'OGC Nice tout court, journaliste RMC Sport, youtubeur, c'est bien sûr Alex de Castro. Salut Alex. Salut Sky, salut Bada, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver comme à la belle époque de certains podcasts lointains. Oui. ça fait longtemps qu'on traîne dans le game, effectivement. Ouais, on commence à prendre de l'âge. Merci de nous de venir nous rejoindre dans cette émission. Tu vas un peu nous apporter ton éclairage sur l'arrivée de Ronny Lopez, mais aussi un peu tout le mercato, parce qu'avant d'être spécialiste du foot portugais, tu es quand même supporter de l'OGC Nice. On se souvient de tes posts sur le forum à l'époque, de Mister Eleven, de plein de projets qu'il y a eu. C'est sûr que tu me suis quand même depuis assez ça longtemps. Ça fait quelques années. On va pas dire combien de temps, parce qu'on va tous prendre un coup de vieux, mais ça fait quelques temps. L'époque où Cédric avait des cheveux et tout. C'est ça, le point net, ça remonte déjà quand on parlait. Ça remonte. Ouais, c'est ça. Il a claque de nostalgie. C'est terrible. Mais si on va commencer avec un petit journal mercato. On va rappeler un peu tous les mouvements, toutes les rumeurs qu'il y a eu ces derniers jours depuis la dernière émission Avanti-Nissa. On va commencer par l'arrivée sur laquelle le gym va pas trop communiquer, mais qui est malgré tout officielle. C'est celle de Junior Diomandé, latéral gauche belge de Eupen, le club notamment possédé par le Qatar, dans lequel Claude Makelele est passé sur le banc notamment. Un très jeune joueur, 17 ans. Je vais pas vous demander si vous êtes excité par cette arrivée, parce que je pense que vous n'aviez jamais entendu parler du garçon avant de le voir apparaître dans les rumeurs de mercato de l'OGC Nice. Ouais, non, on n'avait pas vu grand-chose. Hein. On a pu apercevoir sur Twitter qu'il était apparemment suivi par de très gros clubs. Après, honnêtement, 17 ans, c'est très jeune, c'est bien. Apparemment, il arrive, on l'a vu avec la photo avec Manu Pires, donc il arrive vraiment pour la réserve. Voilà, donc pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit avec le groupe pro. C'est bien, il va renforcer la réserve. Entre lui, Danny Liu qui va pas mal jouer en réserve aussi, ça renforce pas mal cette équipe. Donc c'est bien. On verra un peu, s'il apparaît un peu, ce qu'on pourra dire sur lui. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est une bonne recrue apparemment, suivie par des top clubs. Donc on verra bien. Donc on continue. Tu parlais de Danny Youk, mais on continue cette politique de post-formation en allant chercher les meilleurs jeunes. Là, pas dans un grand club européen, même c'est filiale d'un grand groupe, en tout cas d'un État puissant. Mais d'essayer d'aller chercher les talents ailleurs, à défaut d'en avoir dans le centre de formation aujourd'hui. Ouais, exactement. Et c'est d'autant plus intéressant. Comme tu l'as dit, c'est un jeune joueur qui vient d'un grand groupe, qui a un énorme réseau également en Afrique, sur tout ce qui est détection de jeunes joueurs. Eupen, on sait que c'est vraiment la porte d'entrée justement de ces jeunes pousses en Afrique pour l'Europe. D'aller chercher des joueurs là-bas, c'est plutôt intéressant. On sait aussi que la formation niçoise en ce moment est plutôt dans une période de creux. Il n'y a pas énormément de joueurs qui poussent vraiment à l'entrée de l'équipe première. Donc aller faire de la post-formation, comme tu l'as dit, c'est plutôt intelligent. Et quelque part, c'est aussi assez intéressant parce qu'on sait que Ineos a la volonté un petit peu de calquer son modèle sur celui de Red Bull, voire même du Citigroup. Clairement, ce genre de démarche, ça y ressemble très très fort. Moi, je trouve, mais le joueur, évidemment, je ne le connais pas plus que vous. Oui. Par contre, sur vraiment d'un point de vue stratégique, je trouve que ça reflète quelque chose de vraiment intéressant pour la suite. Ouais, exactement. Puis on sait que les joueurs formés localement, ça peut compter à terme aussi dans les listes pour les Coupes d'Europe, si on est amené à les jouer plus régulièrement. Donc ça permet un peu de qualifier, qualitativement cette liste. On reste au même poste, puisqu'on va parler d'Yanis Samache, dont le départ vers Boavista. On a bien fait d'avoir Alex avec nous, décidément, sur cette émission. Pas très clair encore si c'est un prêt ou un transfert, en tout cas pas à l'heure où on enregistre. Peut-être que ça le sera quand vous écouterez cette émission. Clairement, Yanis Samache,
plutôt un bon potentiel, un prêt au Red Star réussi, mais au poste de latéral gauche, là, c'est bouché complètement pour lui avec l'arrivée de Camara, ce recrutement de Junior Diomandé, plus tous les joueurs qui peuvent, de façon polyvalente, disons, dépanner. Est-ce que Boavista, pour toi, Alex, ça sera un bon choix? Est-ce qu'il a des chances de s'y imposer, de jouer, si c'est un prêt, ou est-ce que ça risque de faire comme Ibrahim Cissé à Famalicão et retour à l'envoyeur avec très peu de minutes jouées? Non, je pense pas, parce que déjà, je pense que Yanis Amash, même s'il joue un poste différent d'Ibrahim Cissé, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup plus de potentiel, déjà d'une. Comme tu l'as dit, il sort déjà d'une belle expérience en pré au Red Star. En allant à Boavista, il va pouvoir continuer sa progression de façon linéaire. On peut estimer que effectivement la marche était trop haute à Nice pour lui à l'heure actuelle. Maintenant, à Boavista, faut savoir que le Boavista, c'est un club en reconstruction depuis pas mal d'années qui est passé de la 3e à la première division très très rapidement, qui a très très peu de moyens. Il y aura pas une concurrence énorme, alors que Ibrahim Cissé, pour rester dans cette comparaison-là, il était à Famalicão, qui est un club qui est géré par Jorge Mendes et où il y a d'autres ambitions. Exactement, où il y a des joueurs de très très bonne qualité qui arrivent de l'Atlético Madrid ou de Valence. Ce sera pas du tout la même concurrence. Maintenant, sur le transfert sur les modalités du transfert, est-ce que ce sera un prêt, est-ce que c'est un transfert? À mon avis, ça va dépendre également des négociations qui sont en cours, puisque Gérard Lopez, le président du LOSC, est actuellement en négociation pour justement racheter le Boavista. Donc certainement que si le rachat se fait rapidement, ça peut déboucher sur un transfert sec. Et par contre, si ça se fait pas et que la direction actuelle reste en place et donc qu'il n'y a pas de surplus de moyens dans les semaines à venir, peut-être que Boavista devra se contenter d'un prêt. En tout cas, on sait qu'il est là-bas du coup. Hein. On a vu sa story Insta, il est dans l'avion, tout ça. Donc, il a mis une photo comme quoi il était au Portugal, tout ça. Donc on sait qu'il est là-bas et que ça doit, comme tu as dit Alex, ça doit négocier les dernières modalités, je pense. Voilà. Ouais. On sait qu'il jouera là-bas, mais effectivement, il y avait aussi l'option de résiliation de contrat et d'intéressement à la revente, comme on a fait avec Bassem Srarfi. Enfin bon, on verra bien. Mais pour toi, Cédric, pas trop de regrets, quelle que soit la façon dont ils partent. Moi, c'est pas question de regret parce que après, je pense que lui a des ambitions et veut jouer. Et comme on l'a dit avec Camara, ça paraît compliqué. Après, est-ce que c'est judicieux de faire la saison à gauche avec, on va dire, Camara et derrière pas grand monde? Derrière, il va y avoir Lotomba. On va en parler après, mais a priori, tu auras au moins Lotomba, peut-être Ensoki, même si Brice n'est pas là. Parlons de Stanley Ensoki. Oui, donc voilà, on aura Lotomba en gros qui va être la doublure des deux côtés, hein, je pense la doublure de Attal et de Camara. Mais voilà, après, si vraiment au besoin, il y aura Ensoki toujours. Mais, et il y a Pellemar qui peut dépanner. Il y a Pellemar qui peut dépanner. Il y a Pellemar qui peut dépanner, c'est vrai, mais lui peut jouer partout. Il y a quelqu'un d'autre aussi, je vais te prendre un peu de cours, Alex, c'était pas dans le programme de l'émission, mais tu as parlé de Famalicão, donc forcément, on a vu que Racine Colli était revenu sur Nice, donc on imagine que l'option d'achat n'a pas été levée. Ouais. Est-ce que par hasard tu en sais plus ou pas? J'ai pas plus d'informations concrètes sur la possibilité qu'il reste là-bas ou pas. Par contre, pour les matchs de lui que j'ai vus là-bas, c'était toujours pas convaincant. Donc je suis pas. Il a joué quand même. Il a joué match quasiment. Donc, il a joué. En fait, il a profité du fait que son concurrent à ce poste-là, qui a certes un bien meilleur niveau technique, est très très offensif. Donc dans des gros matchs où l'entraîneur voulait avoir une option un peu plus défensive, il mettait plutôt Racine Colli. Il n'a pas été immonde, attention. Je dirais il nous a fait du Racine Colli, c'est-à-dire des matchs où tu dis ça va, c'est pas mal, et il y a toujours un truc au bout d'un moment où tu dis purée, mais ça. Par contre, j'ai cru voir. Après, il se matrix le cerveau et puis ça devient le Cavallo. Il avait pris pas mal de cartons quand même là-bas. Déjà ici, il était pas mal pour ça, mais j'ai vu qu'il avait pris pas mal de cartons là-bas aussi au Portugal. Après, on le connaît, c'est un joueur qui reste assez agressif dans sa manière de défendre. Je me demandais si justement son bagage physique allait lui permettre de faire peut-être plus facilement la différence au Portugal, parce qu'on sait que au Portugal, il n'y a peut-être pas cette culture physique comme on peut l'avoir en France. Donc pour un joueur comme lui, ça peut aider à faire facilement la différence. Malheureusement, je pense que les lacunes tactiques sont beaucoup trop grandes chez ce joueur.
Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir la saison prochaine. Honnêtement, on n'espère pas. Après, mais il aura voilà. des touches. Je pense qu'il aura des touches quelque part quand même. Je pense qu'il trouvera et que le club se montrera pas trop gourmand. Voilà. Pour être tout à fait complet, un peu avant nos gros dossiers mercato, il y a Andrea Pinamonti, numéro 9 de 20 ans, qui a été prêté par l'Inter au Genoa. Genoa dispose d'une option d'achat. C'est pas très clair si ça a été levé ou pas entre-temps. Donc bon, je vous demande pas forcément votre avis sur ce joueur particulièrement. C'est assez cher, ça ressemble quand même, d'après ce que disait la Gazzetta dello Sport, à une suggestion de notre ami Mino Raiola qui essaie peut-être de récupérer de l'argent en forçant un nouveau transfert. Je vais plutôt vous poser la question différemment. Est-ce que pour vous, un numéro 9 supplémentaire à l'OGC Nice, ça s'impose dans l'état actuel de l'effectif? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on cherche encore un ailier, comme on l'a vu, en plus de Ronny Lopez. Donc, je pense que si on fait un ailier supplémentaire sur le secteur offensif, je dirais qu'on sera full. Sachant qu'il y a Ndoye qui va arriver aussi. Hein. Il a l'air il devra faire partie de la rotation, je pense. Donc, faudra pas l'oublier. Il peut jouer dans l'axe lui aussi. Il joue beaucoup sur le côté, mais il peut jouer dans l'axe. Donc, et puis, on a pris Guiri pour, à la base, être la doublure de Dolberg. Donc j'ai du mal à voir d'acheter encore un joueur comme ça de 20 ans qui a une certaine valeur en plus, hein, parce que j'ai vu qu'il coûtait une dizaine de millions au minimum. Voilà. Indépendamment de ce qu'on pourrait investir dessus, et même de son profil, est-ce qu'un numéro 9 de plus, toi tu dis plutôt que non? Non, moi je pense pas. Je pense que voilà. Après, ce serait pas déconnant. Ouais, mais tu le vois venir pour être derrière Dolberg, derrière Guiri. Mais un club, c'est pas bête. Ils vont pas lui proposer, lui proposer les choses comme ça. Ils vont lui dire, écoute, tu viens, t'es en concurrence. Avec Guiri, je pense qu'il y a la concurrence qui est possible parce que lui, il sort d'une saison en pro, contrairement à Guiri quand même. Donc après, le talent pur, moi je connais pas Pinamonti, je vais pas me prononcer, mais c'est pas super clair qu'il partirait 3e attaquant non plus. Donc après, il y a une donnée aussi, c'est que des Italiens en Ligue 1, ils ont pas l'air de super kiffer ce championnat déjà. Hein. Il y en a très très peu quand même. Donc à part quoi, pardon? À part à Paris, mais bon, ils sont à la maison à Paris, donc. Ouais. Mais je sais pas. Non, je pense que c'est plutôt une rumeur, comme tu as dit, une suggestion de Raiola qui connaît bien le club et qui s'est dit tiens, ça passe bien. La petite contrepartie pour avoir prolongé Benitez. Voilà, c'est ça. Et ils se sont dit Alex, ça passera bien. Toi, un numéro 9, indépendamment de celui-là, hein, c'était pour être tout à fait complet. Oui. Non, comme je te dis, moi, un numéro 9 supplémentaire en prêt. Je ne trouverais pas ça déconnant du tout parce que Gouiri, aujourd'hui, malgré tout son potentiel annoncé, on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Il n'a pas profil non plus, je trouve, de pur neuf. Moi, j'ai quand même un doute sur sa capacité à prendre le front de l'attaque tout seul. J'ai peur que ce soit plus un 9,5 et que si on le balance tout seul sur le front de l'attaque, qu'il puisse avoir des difficultés, un peu comme peut en avoir Valère Germain quand il se retrouve tout seul en pointe. Donc, un 9 plus complet, après, moi, ça ne me choquerait pas. Dans le système actuel de Vieira, le problème, c'est qu'un 9,5, tu le mets nulle part, en fait. C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'en jouant en 4-3-3, de toute façon, Guiri, il va se retrouver bien esselé. Le Guiri sur un côté, je le sens arriver gros comme un camion. Ouais, non, c'est sûr. Parce que honnêtement, c'est un peu comme le débat Claude Maurice, est-ce qu'il doit jouer sur le côté ou dans l'axe? Le problème de jouer dans l'axe, c'est que ça tombe bien parce que tu parles de Claude Maurice, on va forcément parler de l'aile gauche et du gros dossier mercato du moment, c'est évidemment Denis Bouanga, donc l'ailier gauche de Saint-Etienne que vous avez pu admirer, notamment si vous avez regardé la finale de la Coupe de France, et je pense que vous l'avez fait en attendant de savoir si on était européen, la semaine dernière. Voilà. Ça, c'est un peu la grosse cote. Ça a été le gros débat cette semaine où j'ai un peu pris la foudre malgré moi dans cette histoire. C'est un très bon joueur de Ligue 1, ça, il n'y a pas de problème. Des saisons autour de 10 buts, notamment celle qui était en cours avant d'être arrêté. Il a plus ou moins porté Saint-Etienne à lui tout seul. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, est-ce que vous, demain, vous mettez 15 millions sur Bouanga et qu'est-ce qu'on fait de Claude Maurice à ce moment-là, qui a quand même qui s'est quand même installé sur l'aile gauche la saison passée? Déjà, le fait de chercher un joueur, le pendant de Ronny Lopez de l'autre côté, je trouve que ça envoie un signal quand même à Claude Maurice, c'est-à-dire que soit il va avoir une forte concurrence à gauche, ou alors soit il va jouer dans un plus axial dans un milieu à 3, c'est-à-dire avec un rôle un peu de 10, on va dire, avec vraiment Schneiderlin en position défensive et lui un peu plus haut.
Je sais pas, je sais pas trop vraiment, vraiment ce qu'on envoie comme signal à Claude Maurice, mais voilà. Après Bouanga 15 millions, tu te dis voilà, pour reparler de Claude Maurice, tu as mis 14 millions sur Claude Maurice qui venait de Ligue 2. Est-ce que vraiment, vraiment c'est surpayé Bouanga 15 millions? Pas du tout. Je veux dire, Bouanga, c'est 10 buts en Ligue 1 l'année dernière. C'est déjà, il avait fait une très grosse saison à Nîmes. Il l'a confirmé à Saint-Etienne. Donc, malheureusement, c'est les prix. Il est encore jeune, hein, il a 25 ans, donc il est presque dans son prime. Donc, voilà, c'est un les petit prix, espoir de plus-value s'il te sort 2-3 saisons énormes. Ouais. C'est ça. Et puis c'est un offensif. Hein. Forcément, les offensifs, ça coûte de l'argent. Donc, honnêtement, voilà. Après, déjà 20 millions, ça me ferait un peu plus grincer. Si c'est entre 15 et 18, je me dis pourquoi pas. Il peut apporter une plus-value sportive quoi qu'il arrive. Alors, je suis complètement d'accord avec Cédric sur le prix, effectivement, à plus de 18. Si on commence à taper dans les 20 millions, je dirais que ça commence à faire un petit peu cher, mais effectivement, à 15-18 millions d'euros, pour moi, ça serait très, très, très bien. C'est très correct. Comme tu l'as dit toi aussi, joueur de 25 ans qui arrive à son prime, qui t'assure quand même un potentiel à la revente. C'est pas un investissement à perte. C'est un joueur déjà aguerri à la Ligue 1. On sait qu'on a besoin de joueurs d'expérience. On a suffisamment râlé les dernières saisons par rapport justement au manque d'expérience de cette équipe. Ça a l'air d'être un joueur aussi avec une certaine personnalité, un certain caractère. Et ça aussi, on sait que notre équipe en a grandement besoin. Là où je suis pas d'accord avec toi dans ton propos de départ, c'est par rapport à Claude Maurice quand tu dis qu'il s'est installé sur le côté gauche. Parce qu'au final, Claude Maurice, moi je trouve qu'il s'est installé nulle part. On l'a vu à gauche, on l'a vu en 10, on l'a vu en numéro 8. Au final, il n'a jamais été indiscutable nulle part. Il a commencé à montrer des choses intéressantes sur la fin de la saison, je le conçois et ça, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai jamais trouvé non plus étincelant en me disant ok, c'est bon, il s'est un peu installé faute de concurrence. Voilà, c'est ça. Faut l'avouer, c'est qu'il a plus joué à gauche parce que c'est un peu là où il y avait la place, c'est vrai. Mais du coup, pour toi, il n'y aurait pas de problème à mettre Claude Maurice sur le banc. Après, acheter un ailier gauche ne veut pas forcément dire mettre Claude Maurice sur le banc. Déjà, si on pouvait le mettre en numéro 10, qui pour moi serait son meilleur poste, déjà, je pense qu'on lui rendrait grandement service. Là-dessus, on est d'accord. Le problème, c'est que Vieira ne joue jamais avec un numéro 10. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a adapté l'année dernière, on s'en souvient, en numéro 8, en pointe-haute d'un milieu à 3. Et en soi, c'est pas déconnant non plus. Vu sa technique, c'est pas mal de l'avoir un peu plus en retrait pour qu'il puisse avoir le jeu face à lui et l'organiser d'un peu plus loin, un peu comme un certain Maman Traoré à la belle époque. Pourquoi pas non, je pense pas en tout cas que recruter un ailier gauche signifie que ça condamne Claude Maurice, loin de là. Et encore une fois, on est sur une saison où il va y avoir 5 remplacements, où il va y avoir la Coupe d'Europe. 50 matchs à jouer, oui. Voilà, donc clairement, non seulement on a besoin d'un ailier gauche et on a besoin aussi d'avoir de la profondeur de banc. Donc Denis Bouanga, c'est top. Après, évidemment, je suis d'accord que, comme tu dis, on peut peut-être espérer un peu plus clinquant. C'est vrai que pour l'instant, mais il faut savoir faire la part des choses. Et c'est vrai que jusqu'à présent, à part Ronny Lopez, on n'a pas de nom très très clinquant. Même Schneiderlin. Ouais, mais Schneiderlin, il a 30 balais. Je veux dire, on ne prend pas un Schneiderlin à 26 ans, on prend un Schneiderlin à 30 ans, à 4 millions d'euros, qui est en difficulté à Everton. Ouais, il nous manque le Dolberg. Il nous manque le Dolberg de l'été, en fait. Voilà, exactement. C'est tôt, on est fin juillet. Donc le transfert à 20-25 millions qui fait un peu rêver tout le monde et qui te dit ah ouais, là. Le Berardi, c'est ça, du coup. Ouais, le Berardi, par exemple. Mais après, peut-être qu'il y a. Il y a peut-être un truc qui rentre aussi en jeu, c'est que est-ce que la direction se dit pas, est-ce que on fait personne, on fait pas Bouanga par exemple, on part avec Claude Maurice à gauche, Ronny Lopez à droite et Dolberg dans l'axe, on va dire si on part sur ça, et on se dit on attend parce que le mercato va durer très tard, jusqu'à octobre. On attend tard en vue d'une opportunité qui peut-être ne viendra jamais, ou est-ce qu'on prend Bouanga tôt dans la saison et il va t'apporter ce que Bouanga peut apporter. J'ai l'impression que les dirigeants aujourd'hui sont plutôt dans l'optique de bâtir une nouvelle équipe le plus rapidement possible pour pouvoir bosser le plus rapidement possible, et ça on peut que le saluer parce que c'est une gestion plutôt intelligente. C'est ça, je pense qu'il voit la chose comme ça. Et on l'a vu au milieu de terrain, tu sais, Schneiderlin qui est passé devant un joueur comme Santa Maria ou comme Bakayoko parce que moins cher et parce que disponible tout de suite. Donc plutôt que d'attendre
que les mecs attendent l'offre de Première Ligue qui viendra jamais, de les récupérer fin septembre. On a choisi la solution peut-être un peu moins clinquante, mais moins chère et disponible de suite. Et judicieuse, après, on l'espère. Et puis justement, après tout ce recrutement malin qui a été fait, où au total, sur tous les joueurs qu'on a recrutés, on dépasse à peine les 20 millions d'euros, on se dit, bon, il y a de l'argent normalement. Il y a de l'argent pour aller faire un vrai gros transfert. Surtout qu'en plus, Ronny Lopez, tu le prends en prêt avec option d'achat. Donc clairement, il y a moyen d'aller faire un gros coup, quoi. Ah, c'est ça. Ça, on se le dit. Même en off, on en a parlé avec Sky. C'est vrai qu'on se dit, on n'a pas dépensé grand-chose en comptant les probables ventes qui vont arriver, c'est-à-dire Cyprien, Erel dont on va parler après, Tamézé sûrement qui va pas rester. S'il joue son dernier match avec l'Atalanta, tous devant la télé. Mais même s'il joue pas, au final, il partira. C'est sûr qu'il aura des prétendants. Ça reste un joueur de qualité, Tamézé. C'est ça. Je sais pas trop pourquoi on en parle à chaque fois comme si c'était un indésirable, comme si c'était quelqu'un de mauvais. Alors qu'il a tenu le milieu pendant pas mal de mois. Mais c'est clair. C'est clair. Non, mais voilà. Mais en tout cas, la bascule sera presque à zéro et on se dit. Alors on devrait avoir des liquidités quand même. Laissez-moi vous poser la question autrement. Je pense qu'on est d'accord que sauf postes à doubler, donc voilà un peu poste de latéraux avec Lotomba, peut-être un gardien numéro 2, voilà. Mais il nous reste 2 gros chantiers. C'est un ailier, donc ailier gauche-droit polyvalent, ça on s'en fout à la limite. Et sûrement un numéro 8 une fois que Cyprien sera parti. Donc il y a un gros ailier, un gros milieu de terrain. Je pense pas que l'OGC Nice claque 25 millions sur chacun. Si vous devez choisir vraiment un poste sur lequel il faut faire le Dolberg de l'été, comme je disais tout à l'heure, pour vous, ça serait plutôt lequel ? Pour moi, c'est l'ailier. Pour moi, c'est l'ailier en priorité parce qu'il y a un véritable manque, alors que des numéros 8, on en a déjà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font une fixette sur Pierre Lesmelou, alors que c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de la saison passée et qui a énormément progressé. Patrick Vieira l'a dit, c'est l'un de ses cadres au même titre que Benitez, Dant ou Schneiderlin. Donc, il partira titulaire. Schneiderlin sera titulaire. 3e place. Il y a Boudaoui en plus qui a un fort potentiel. Il y a Boudaoui et il y a Claude Maurice. Ouais. Et il y a Trouillet. Il y a Trouillet. Et au pire des cas aussi, si on veut, on peut encore garder Makengo pour dépanner une fois de temps en temps. Après, Boudaoui, je pense que cette année, comme tu disais pour PLM, qui a une place de titulaire qui est sûrement assurée, je pense que Boudaoui, c'est pareil. Hein. Il a été impressionnant apparemment pendant la prépa, que ce soit en amical ou dans ses tests physiques, tout ça. Je pense que la 3e place, elle est pour Boudaoui sur le papier. Et toi, Cédric, du coup, plutôt l'ailier aussi, sur lequel il faut mettre la thune ? Ouais, je pense, parce qu'on a vu on l'a vu, hein, ça a été flagrant pendant les matchs amicaux. On a un manque cruel d'animation offensive. Ronny Lopez, c'est un plus évidemment, mais on pourra pas pencher que de son côté. Je pense qu'il faut quelqu'un de l'autre côté qui t'apporte la même chose, de la fougue, et puis qui soit sportivement tout de suite opérationnel. Malheureusement, avec Claude Maurice, comme il l'a dit Alex tout à l'heure, il l'a prouvé, il a montré des améliorations à la fin de saison dernière, qui s'est arrêté prématurément, mais on ne sait pas comment ça va repartir. Là, pour l'instant, en amical, il a attaqué blessé. Derrière, il a eu du mal forcément, il a manqué de rythme, donc on ne l'a pas non plus vu étincelant. Est-ce qu'il ne va pas avoir la même chose, du mal à repartir sur une saison? Est-ce qu'il va pas mettre 2-3 mois avant d'être au top? Voilà, peut-être qu'il faudra mettre des sous sur un ailier gauche et pour qu'il soit opérationnel tout de suite. Si je résume, Bouanga, ça vous va, ça serait une bonne nouvelle, mais secrètement, vous espérez un peu mieux quand même. C'est ça. Si c'est Bouanga, on va pas. Je vais pas dire que je vais râler, je vais être content parce que je pense qu'il apportera quelque chose. T'as un petit regret de te dire, c'est pas Berardi, c'est pas Malcolm, c'est pas. Voilà, je me dis que voilà, comme on a dit tout à l'heure, financièrement, vu nos liquidités et nos moyens, est-ce qu'on peut pas faire un effort pour prendre vraiment un vrai top joueur, tu vois? Bon, dernière rumeur, après on passera aux véritables arrivées du coup. Dernière rumeur, c'est le départ de Christophe Herrel. Donc on sait que Christophe Herrel est sur le départ, pour pas dire poussé dehors, vu qu'il n'est pas convoqué en stage ni à Divonne ni en Autriche. Il y a Brest qui se serait ajouté là aujourd'hui à la liste des prétendants. C'est le Disport qui nous le dit. On sait que le Disport avait été bien renseigné sur le dossier RL lors de son arrivée de Troyes, donc peut-être un petit contact privilégié avec l'agent du joueur.
Bon, RL, depuis l'arrivée de Bambou et un peu l'avènement de Pelmar, on se doute bien que de toute façon, c'était pas prévu pour rester. Il y a Danilo, tant qu'il est là aussi, qui a bien fait l'intérim à ce poste-là, même si ça ne devrait pas se prolonger. Il n'y a pas trop de montants. On l'a acheté 5 millions d'euros. Je pense que ça va partir entre 3 et 5 millions du côté de Brest. Est-ce que pour vous, Brest, c'est une bonne destination pour lui? Parce que moi, ça me semble quand même un petit peu sous-dimensionné, donc tant mieux pour Brest. Mais à la place de Christophe Herrel, je ne serais pas forcément pressé et je ne suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'il puisse pas viser mieux, que ce soit en France ou à l'étranger. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais point de chute. Effectivement, on pourrait s'attendre à le voir arriver dans un club peut-être plus de ventre mou du championnat et pas un récent, maintien, ouais. un récent promu. Ça parlait de Nantes à un moment. Ouais, par exemple, Nantes c'était peut-être un club plus, on va dire, à sa mesure à l'instant T. Maintenant, je pense que Brest, c'est aussi un projet très intéressant. Je trouve qu'ils se sont maintenus la saison passée avec un très beau niveau de jeu. Je peux comprendre que ce soit un projet qui le séduise et qui se dise pourquoi pas aller reculer pour mieux sauter. Ça me choquerait pas. Juste pour revenir sur Bouanga, ça vaut ce que ça vaut, mais on vient de m'envoyer, une de mes petites sources vient de m'envoyer un texto pour me dire incroyable, l'info en direct, quoi. Ouais, vraiment à l'instant, fallait que je le dise du coup, que ça s'accélérait un petit peu pour Bouanga. Voilà. Très bien. Espérons qu'il n'est pas signé avant la publication de l'émission. Hein. Ouais, ça fait tout ça pour rien. Mais... C'est ça. On devrait y faire 5 quarts d'heure d'émission, du coup, c'est bien. Cédric, toi, RL, sans trop de regrets, le départ, c'est un peu le rendez-vous manqué, parce qu'on s'est dit, un Niçois, ça serait bien que. Voilà, c'est un peu la caution locale du club. Et là, avec le départ de Malansar en plus et celui d'RL, on se retrouve un peu à poil de ce côté-là. C'est ça. Après, pas vraiment de regrets parce que forcément, on l'a vu, hein, on a recruté tellement à ce poste, même avec Danny Luke qui apparemment lui est passé un peu devant parce qu'il a été vraiment placardisé, RL, hein, il n'est pas parti en stage, tout comme Cyprien, tout ça, donc on se doutait de son départ. Après Brest, ouais, c'est vrai que je te rejoins un peu, Sky, dans le sens où c'est pas abominable non plus RL1, honnêtement, il faut quand même être honnête. Donc Brest, ouais, il aurait pu avoir mieux. Je pense qu'un club par exemple comme Nantes, comme on a dit tout à l'heure, ça aurait été plus sympa déjà, un peu plus tu vois, un peu plus joli, un peu plus voilà. Tu te dis c'est Nantes déjà, c'est pas Brest quoi. Sans leur manquer de respect évidemment, mais voilà. Après peut-être qu'il a besoin aussi lui de, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il attende, mais peut-être qu'il a aussi envie de se préparer. C'est délicat d'attendre, comme tu dis, il faut se préparer. Cette année, si tu arrives en octobre où la saison a déjà commencé depuis 2 mois, enfin comment tu reprends le rythme? Quand est-ce que tu t'installes, surtout à un poste à la défense centrale où tu as quand même assez peu de changements et de turnover? Donc voilà, c'est peut-être judicieux de commencer rapidement avec son club. Voilà. Sans faire d'injure à Brest, c'est juste qu'on le voyait peut-être plus dans un club entre la 8e et la 12e place qu'un entre la 15e et la 18e. Mais bon, voilà, après on verra si ça se confirme. Pareil que c'est pas sa seule piste, donc est-ce que Nantes c'est toujours d'actualité par exemple. Voilà, on va passer aux arrivées, et, notamment avant de parler de Ronny Lopez, qui est quand même la raison pour laquelle on a Alex de Castro avec nous. L'arrivée de Jordan Lotomba, qui n'est pas encore annoncé par le club et qui normalement devrait peut-être pas l'être avant la publication de cette émission, pour la simple et bonne raison qu'il y a il y a le match du titre des Young Boys demain soir, enfin peut-être ce soir, vendredi soir, comme ça vous savez quand est-ce que c'est exactement. 5 points d'avance à 2 matchs de la fin, donc normalement s'ils font de taf, c'est plié. Un match nul, ça suffit quoi. Un match nul, ça suffit, et il pourrait éventuellement nous rejoindre directement en Autriche. En tout cas, le joueur, d'après nos informations, était là cette semaine. La visite médicale s'est bien passée. On imagine qu'il y a dû avoir signature du contrat aussi, ou voilà, dernière discussion. Mais bon. A priori, la personne était là et on n'a pas eu écho d'un revirement de situation. On est juste en attente que la saison se termine pour Young Boys, en espérant qu'ils ne le gardent pas après pour les matchs de Coupe de Suisse. Mais je pense que dès que le titre sera en poche, ça sera réglé, à surveiller s'il est titulaire demain. Lotomba, on en a parlé plein de fois. Cédric, je propose qu'on laisse la parole à Alex là-dessus. Bien sûr. Est-ce que ça te, je sais pas si tu connais le joueur, mais est-ce que ça te semble pertinent de prendre j'ai vu tous les matchs des Young Boys de Berne, ça tombe vraiment bien que tu m'en parles. Putain, quel spécialiste. Voilà.
vraiment, La j'ai plus-value passion pour les l'émission. Young Boys, c'est Non, absolument plus, incroyable. plus sérieusement, est-ce que ce coup de prendre une doublure, enfin le mec ultra polyvalent qui a vraiment joué autant à gauche qu'à droite dans sa carrière, on est allé voir quasiment au match près, c'est assez étonnant, mais est-ce que c'est pertinent pour toi de se dire, tu payes certes 6-7 millions pour un mec qui sera pas forcément titulaire tout de suite, mais qui te double les deux postes et qui pourra prendre la succession d'Atal ou dépanner Camara en cas de problème. Bah ouais, c'est carrément intéressant, justement, comme tu dis, dans l'optique justement de prendre la succession d'Atal. Bah au moins sur cette première saison, certes, il vient comme remplaçant, mais il vient en sachant qu'il peut déjà jouer à deux postes, donc il va forcément avoir du temps de jeu. Apparemment, le mec peut vraiment assurer aux deux postes, donc ça c'est plutôt intéressant aussi dans une logique de groupe. Ça donne une belle solution pour Patrick Vieira. Bon, il va prendre le rôle de Burner. Il va prendre le rôle de Patrick Burner dans un premier temps. On sent que le club n'y croit plus trop en Patrick Burner. Et puis après, ce qui est intéressant, moi je connais pas évidemment, je l'ai dit, donc Jordan Lotomba, je sais pas exactement ce qu'il vaut, mais par contre, les échos que j'ai pu en avoir de la part de collègues suisses étaient très bons. Vraiment, ils en parlent tous vraiment comme d'un joueur en devenir vraiment très intéressant. Et puis la Suisse, c'est un championnat dont on ne parle jamais en France et qui pourtant est un excellent pourvoyeur de très bons joueurs à la Bundesliga. La Bundesliga, quand on voit la réussite de ce championnat sur ces dernières saisons, on se dit que si on peut aller leur piquer quelques idées, ça serait peut-être pas plus mal. Donc c'est un peu comme pour Junior Diomandé. Certes, on connaît pas le joueur, mais stratégiquement, je trouve ça intéressant. Ouais, non, Très c'est bien. ça. Bon, C'est ça ça. devrait être officiel assez rapidement. Il y a plus trop de Ouais, il y a un suspense. accord depuis très longtemps déjà pour l'Automba, on le sait, hein, ça fait, c'est dans les tuyaux depuis. C'est un joueur qu'on suit depuis très longtemps, parce que depuis 2017, tout jeune joueur, je crois que de mémoire il a 21 ans, mais voilà, on Ouais. le suit depuis un moment, donc à voir. À voir. Et je pense que ça sera bien d'avoir enfin de la concurrence au poste de latéraux. On a déjà eu du mal à en avoir, et là maintenant on aura même de la concurrence. C'est Mais pas là, le luxe. là où je voulais, où tu fais bien d'en parler, Sky, c'est que cette année, Vira d'ailleurs en a parlé dans une vidéo, là, c'est sur le Zap Gym, je crois. On a l'impression d'essayer de faire quand même un banc qui t'apporte vraiment une vraie concurrence. C'est-à-dire que sur le banc, tu vas avoir des Gouiri, peut-être un Claude Maurice, un Trouillet, Pelmar, peut-être un Danny Luke, un Lotomba. Tu vas avoir des mecs qui, Quand ils vont rentrer, ils peuvent rentrer, t'apporter un truc. ils Tu vas peuvent pas te t'apporter dire, quelque chose. tu vas Ouais, pas te dire, oh putain, c'est Issan Sako ouais. rentre, viens, on quitte le Voilà, stade. tu fais pas rentrer Srarfi, tu fais pas rentrer, bon, même si Miziane, on va quand même lui laisser encore, hein, mais voilà, l'année Vous pouvez dernière, pas tu fais passer une rentrer. émission sans parler de Miziane. Ouais, C'est plus désolé, fort que désolé, nous, quoi. Vraiment désolé. l'obsession qu'on a. Non, pour mais ce voilà, mec. c'est pas l'année dernière où tu fais rentrer, où tu fais rentrer Miziane, tu fais rentrer un Sako, pas un Sako, mais un Srarfi, tu vois, un Burner, tu te dis, putain. Ouais, où tu sens que tu manques de solutions tactiques, de toute façon, Bah, sans c'est parler ça, individuellement du niveau de ces joueurs, parce que l'idée, voilà. c'est pas de s'acharner non plus, et ils nous ont tous rendu plus ou moins des services à un moment donné. Exactement. Exactement. Mais C'est de se dire que là, tu as vraiment quand même quelques solutions sur le banc qui vont t'apporter quelque chose quand ils vont rentrer. Et ça, Oui, c'est puis bien. surtout, ce sont tous des prospects en fait. Ce sont tous des prospects qui justement vont. Où on se dit, on sait qu'il y a un vrai potentiel et que même s'ils font des erreurs, ça peut aller loin. Quand on voit par exemple, ne serait-ce que les premières minutes de Danny Luke, on sent que ce gamin-là, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc chez ce gosse. Ouais, et puis c'est un beau bébé, quoi. Hein. Ah bah oui. Non seulement c'est un tu bon vendras bébé, mais quoi. en plus il a l'air de défendre assez intelligemment. Moi, quand je le vois défendre debout devant les passements de jambes de Memphis Depay, je me dis ok, pour un gamin, quoi, il a 19 ans, c'est ça, je crois. Ouais, 19 ans. Hein. Passé par Je le me- Real et le Bayern, du coup. Hein. Il y en a à 25 ans et ils arrivent toujours pas à faire ça. Donc c'est quand même assez intéressant, quoi. C'est des joueurs qu'on imagine être titulaires un jour à l'OGC Nice. C'est un peu ce qui change dans l'approche des C'est ça. remplaçants et du banc. Exactement. C'est pas des mecs de Exactement. banc, c'est des mecs qu'on peut Bah, imaginer c'est des mecs qui vont dans 2 pousser ans derrière, quoi. être dans le 11, quoi. Ils vont Ouais. pousser derrière, hein, je pense, hein, des mecs comme ça, des Danny Luke, des Trouillet. Regarde, Trouillet, il y a même déjà un débat pour se dire est-ce qu'il ne mérite pas une place dans le trio du milieu de terrain, tu vois. Donc il y a vraiment. C'est notre ami Bonsa qui Ouais, pousse c'est ça. pour la C'est ça. titularisation d'Alexis Trouillet. Donc, Non, mais en tout cas, voilà, tu as vraiment des solutions sur le banc et ça va pousser à une concurrence. C'est bien, hein, c'est très bien. Hein, ça peut qu'apporter du positif. Messieurs, je vous propose de clôturer momentanément la phase mercato avant de s'attaquer du coup à Ronny Lopez, qui est la seule arrivée officielle pour l'instant, en tout cas depuis la dernière émission. On va passer 5 minutes, pas plus, je pense, sur le match du Standard, pour la simple et bonne raison que déjà 2 d'entre nous l'avons suivi d'un œil, et donc on aura bien du mal à faire une analyse tactique poussée. Et puis honnêtement,
les matchs s'enchaînent, ça sert à rien de revenir sur. Enfin, il n'y a pas eu de révolution non plus, si ce n'est la victoire. Moi, j'ai trouvé quand même dans ce que j'ai vu, dans la construction notamment des buts, qu'il y a des automatismes qui commencent un peu à se développer, même si ça reste assez faible. Quand j'ai osé dire sur Twitter qu'il y avait des progrès et que c'était intéressant, je me suis fait laminer aussi encore. Mais voilà, c'est un match de fin juillet. C'est vrai que c'est pas beau à voir. On aurait vu le même match au mois de novembre-décembre. On aurait dit Vira Salcanois démission. Mais là, en l'état actuel des choses, on a quand même constaté une progression par rapport au trophée Veolia et au stage de Divonne. En même temps, forcément, vu que là, c'était tous les titulaires. C'est quasiment une équipe type aussi, mais bon. C'est ce que j'allais dire. On a vu quelque chose, pas quelque chose de formidable, mais on a vu quelque chose. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu, on va dire, le 11 type. Voilà, bon, il y a Ronny Lopez qui est arrivé depuis. Il y aura peut-être sûrement une autre arrivée d'ici le premier match championnat. Donc voilà, mais en tout cas, ça ressemblait à un 11 type. Donc forcément, il y a eu du mieux, hein, ça va avec. Mais voilà, c'était mieux. Il y a eu du mieux en première mi-temps. Il y a eu encore un peu plus du mieux en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, avec l'entrée de Trouillet qui a vraiment apporté quand il est rentré. Il a vraiment quelque chose dans les pieds, lui, hein, par contre. Ah, lui, moi, honnêtement, je l'avais très peu vu, hein, honnêtement, hein, mais là, il a vraiment eu 45 minutes complètes. Il a pris le jeu à son compte. Vraiment. Les Rennais nous l'avaient annoncé. Hein. Souviens-toi, Cédric, quand il arrive, on s'est dit qui c'est ce mec. Surtout qu'on attendait un peu mieux au mercato d'hiver et les Rennais nous avaient tous annoncé non mais non, on est dégoûtés. Il avait à la préparation de la saison d'avant, il avait marché sur l'eau et il avait fait le forcing pour quitter Rennes pour venir chez nous. Donc, bon. Après on va se méfier parce que Roland Leeds il était très très fort aussi en match amical. Jean Koskas était champion d'Europe. non, Moussil aussi, là, il met un triplé contre le Celta Vigo en amical aussi. Exact. Voilà, donc non, mais voilà, Trouillet en tout cas, pour revenir sérieusement, il a vraiment quelque chose. Cyril Aignan, tous ces éclairs d'avant-saison, tous ces petits anges partis trop tôt après. Mais... non, vraiment, il a vraiment du ballon, ça se voit. Je crois que c'est toi, Alex, qui a fait un tweet d'ailleurs en disant qu'il puait le foot, mais c'est vraiment ça, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un véritable accélérateur de jeu et c'est ça que j'adore avec lui, c'est que il a une capacité de dribble, il est bon en 1 contre 1, mais c'est pas pour épater la galerie. Tous les dribbles qu'il fait, c'est pour aller dans le sens du jeu. Alors toute proportion gardée, je suis pas en train de dire que c'est le même joueur, que c'est le même potentiel, évidemment. Mais si je devais faire une comparaison dans le style de jeu, il me fait beaucoup penser à Riqui Puig de Barcelone, qui a un peu son registre de jeu également, et vraiment cette capacité à accélérer le jeu. Bon, après, s'il s'avère aussi bon que son homologue catalan, alors là, c'est jackpot pour nous. Mais voilà, en tout cas, en termes de comparaison, ça m'a quand même hypé. Voilà, on sent le joueur qui non seulement a du ballon, mais qui en plus a une certaine intelligence de jeu. Je pense qu'au milieu de terrain, entre lui, Boudaoui et Les Melou, il y a quand même déjà de quoi faire. C'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, je suis pas sûr que recruter un numéro 8 supplémentaire, ce soit forcément une priorité. Pour toi, si Cyprien part, éventuellement un prospect, mais pas, tu mettrais pas du lourd sur ce poste. Après, j'ai confiance en Trouillet. Confiance en Trouillet, Boudaoui, Les Melou, Schneiderlin qui peut aussi monter d'un cran, Claude Maurice qui peut descendre d'un cran. Les solutions, elles sont là. Hein. Mais est-ce que ça te suffit pour faire bonne figure en Europa League? Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte malgré tout. Il n'y a pas que la Ligue 1, il y a quand même. On a l'impression qu'on veut quand même. C'est pas que des paroles. On veut essayer de bien figurer en Europa League malgré tout. Est-ce que c'est pas trop juste pour l'Europa League un milieu comme ça? Oui, effectivement. Mais après, ça veut dire quoi bien figurer en Europa League? C'est pas. Nous, on reprend ce qu'a dit Jean-Pierre River. Oui, on est d'accord. On allait la jouer à fond. Donc, est-ce que au moins sortir des poules comme la première fois où grand minimum. C'est 16e de finale ou rien. Voilà. Mais à mon avis, l'objectif, ça va être surtout de pas se faire sortir salement et c'est tout. C'est avant tout ça, faire bonne figure, ça veut tout et rien dire. Et la jouer à fond, pour moi, ça veut dire que tu recrutes du lourd et que tu vas aller carrément la chercher. J'ai pas l'impression qu'on soit là-dessus et ça serait complètement en désaccord avec tous les discours extrêmement rationnels que l'on entend de la part de Jean-Pierre River depuis des mois. Puisqu'on en parle de l'Europa League rapidement, après on passe à Ronny Lopez du coup. Une campagne réussie en Europa League pour vous, c'est quoi cette saison-là deuxième de finale, ça va. Ouais, même en étant les 8e. tu te dis 8e, voilà, tu te dis en étant faire comme Rennes.
parce que voilà, sortir des poules, c'est le minimum, hein, tu l'as dit Sky. Après, en 16e de finale, il y a tellement de clubs, donc tu peux espérer tomber sur un club, pas moisi, mais tu vois ce que je veux dire, un club abordable, moyen, ou tu un tombes club sur abordable. le troisième de la poule de la mort en Ligue des Champions et tu te fais ouvrir, quoi. Ouais, mais après, comme Rennes, tu peux aussi tomber sur Arsenal et le Betis, quoi. Le Betis, ils l'ont passé, tu vois, si tu tapes... Oui. Si tu as un Nice-Betis et qu'on passe la saison prochaine et qu'on est en 8e, que tu te fais sortir par, j'en sais rien, Gladbach ou un club voilà, de cette dimension-là, il n'y a pas trop de problème. Pour Non, moi, voilà. On va ça dire sera 16e de finale si 16e de finale si vraiment tu tombes sur un gros morceau, ou 8e de finale si. Ouais, mais si, même voilà, en si poule, t'as- tu peux tomber sur des gros morceaux, hein, au final. Ouais, non, mais... pardon. Ouais, non, on va être 3e chapeau, on va Bon, prendre on au fera moins le, un vieux club. on fera le débat au moment où on aura le tirage au sort, les chapeaux, tout ça, parce que bon là, effectivement, C'est il en y a octobre tellement de apparemment. clubs en Europa League que ton groupe, ça peut ressembler à un groupe de Ligue des Champions, comme à un groupe de premier ça. tour de Coupe de France. Donc voilà, C'est en octobre, d'ailleurs. tu sais C'est début jamais. octobre le Voilà, tirage, je crois. 2 octobre le tirage, donc on a largement le temps d'ici là. Le Parce petit que programme. juste une dernière phrase, c'est se baser sur les performances qu'on pouvait avoir avec Lucien Favre. Je pense que c'est assez dangereux. Vaut mieux pas avoir les mêmes exigences avec l'équipe actuelle. Je dis ça C'est pas comme moi ça. qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Bref, voilà. Je ne vais pas rebondir là-dessus, mais T'as vu, je me retiens, les gars, je me suis en train de me retenir. Hein, mais voilà. ça va. Promis, on ne recrute pas nos invités sur ce critère-là, mais bon, amoureux du foot le savent. La suite de l'avant-saison, c'est petit stage en Autriche durant lequel on va affronter le FC DAC le 1er août, puis le Red Bull Salzbourg, un de nos modèles, du coup le groupe Red Bull, comme disait Cédric tout à l'heure, le 8 août, et ce sera l'occasion, avant la réception de Rennes le 15 août, qui sera à huis clos, ça c'est annoncé, mais ce match face à Salzbourg le 8 août, ça sera l'occasion de voir Ronny Lopez du coup débuter, parce qu'un peu trop court pour jouer après-demain. Donc les débuts niçois de Ronny Lopez, l'ailier portugais, né au Brésil, passé par Lille-Monaco, c'est pour ça qu'on le connaît bien en France, prêté par Séville, avec option d'achat. Un peu le deal, ça varie un peu selon les sources. Vraisemblablement, ça sera un prépayant d'1 million d'euros avec prise en charge entière du salaire par l'OGC Nice. Une option d'achat de 18 millions d'euros. Donc bon, avant de voir si c'est cher ou pas, on va quand même laisser le garçon jouer et montrer son football tout au long de la saison. Mais sur le principe, pour vous, quand on vous annonce Ronny Lopez à Nice, est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous vous dites, ça y est, on a franchi un cap? Là, on sent la recrue Ineos. Ou est-ce que, comme on a pu le voir dans certaines réactions sur Twitter, c'est merde, encore un pari, le l'OGC Nice évolue pas, si c'était pour faire ça, fallait garder Ounas, ou je ne sais quoi d'autre. Bah, avant Ineos, quel autre joueur représentait un tel pari? Quel autre joueur qui arrive à un âge qui est jeune mais qui a déjà montré des choses au plus haut niveau, accepter de venir se relancer chez nous? Je te dirais bien Balotelli ou Ben Arfa. Non, mais là, on était sur des cas sociaux qui étaient littéralement au fond du trou. Mais voilà. C'est moins incomparable. C'est moins un pari Ronny Lopez que Balotelli, hein, pour moi. Beaucoup moins. Oui. Ronny Lopez, il a pose la question. Il est en difficulté évidemment à Séville, on peut pas le nier. Hein. Il a joué 5 matchs, il a été dans une équipe de Séville, comme on l'a dit dans un épisode précédent, très physique, qui court beaucoup, c'est un jeu qui est pas vraiment adapté. Il l'a dit lui-même hein, dans une interview, je crois, où c'était vraiment un jeu qui n'était pas adapté à son style. Donc il a eu beaucoup de mal à s'imposer là-bas. Mais après, voilà, il faut se rappeler que moi, je me souviens déjà de lui à Lille, honnêtement, quand City le prête, je crois, hein, il appartenait à City à l'époque, donc quand City le prête à Lille, moi, j'aimais beaucoup ce joueur. Je me souviens avoir dit que c'est un joueur qui me plaisait beaucoup. Derrière, il signe à Monaco avec cette saison incroyable qu'on se rappelle, hein, où il met 15, 17 buts, un truc comme ça, et 12 passes décisives. Donc, il roule littéralement sur la saison. Derrière, il part à Séville et c'est plus compliqué, mais honnêtement, moi, je suis content. Je pense que c'est, bien sûr, évidemment qu'il est à relancer, mais est-ce qu'il est plus à relancer qu'un Dolberg, par exemple? Je pense pas. Non. Pour moi, il est dans la lignée d'un recrutement à la Dolberg, d'un recrutement à la Ounas. Alors après, ça marchera pas, on ne sait pas. Évidemment, personne n'a de boule de cristal. Maintenant, celui qui a minimum vu jouer Ronny Lopez à Lille et à Monaco, c'est clairement que le talent est là. Je pense que c'est le genre de joueur où en 5 minutes, tu vois de suite qu'il a un talent, qu'il a un vrai talent et qu'il a quelque chose de plus que les autres. Donc,
me dire aujourd'hui c'est pas assez bien pour le GC Nice, c'est qu'on a des attentes démesurées pour le club. Pour moi les gens qui disent ça généralement c'est les gens qui espèrent encore que Cavani va signer à Nice. Pour moi c'est qu'on a des attentes démesurées. Nice n'en est pas encore là. Jean-Pierre River n'arrête pas de le rappeler. Là l'objectif c'est de jouer le top 5. Donc t'enlèves le PSG. Quel club français aujourd'hui cracherait sur Ronny Lopez? Ouais, non, c'est clair. Même l'Olympique Lyonnais, qui est le deuxième club le plus riche de France. Ah ouais. Et je suis désolé, Ronny Lopez aurait tout à fait sa place à l'Olympique Lyonnais. Quand on voit que Maxwell Cornet joue là-bas depuis 4 ans, je suis désolé, Ronny Lopez, il a Maxwell Cornet dans chaque orteil. Oui, que même Toko Ekambi, c'est pas forcément tant au-dessus que ça. Voilà, exactement. Donc, il faut, et je comprends le discours justement, que ce soit de Jean-Pierre River ou de Julien Fournier, il est très sain, ils ont tout à fait raison. Je pense qu'il y a une véritable volonté pédagogique de faire comprendre aux gens, oui, on a plus d'argent, oui, on peut faire venir des joueurs qui maintenant ne sont soit relancés, mais ils n'ont pas 30 ans, ou alors c'est pas des mecs qui sont absolument tricards comme Ben Arfa et Balotelli, donc plus personne ne veut, ou alors des mecs en fin de carrière, ou des joueurs très 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 jeunes. Non, là, on peut aller relancer des joueurs qui étaient à ça, en fait, de se propulser vraiment vers le top niveau international. Je veux dire, il faut se rappeler quand même que quand Ronny Lopez part de Monaco, ses deux choix, c'était Séville ou la Roma. Je veux dire, si l'année dernière, on nous avait dit oui, tu peux aller chercher un joueur qui était courtisé par Séville et la Roma, je pense que sur le principe, tout le monde aurait sauté au plafond. Donc, est-ce que c'est pas il fait une saison qui est compliquée pour les raisons que tu évoques à Séville, du coup, ce qui en soi, Séville, c'est encore à peu près 17 niveaux au-dessus de Nice, donc prendre un joueur qui est en échec là-bas, ça peut être toujours une progression pour nous, évidemment. Mais est-ce que c'est pas un peu la formule du prêt, sachant que les prêts avec option d'achat, retrouver le dernier qu'on a levé, c'est quand même aller chercher très très loin. Il y a quand même une habitude de pas trop lever les options d'achat à Nice. Est-ce qu'on n'a pas du mal à se projeter? Est-ce que le discours n'aurait pas été différent si on avait mis en fait 18 millions cash sur Ronny Lopez? Sachant que moi je parle du discours des supporters parce que c'est peut-être plus intelligent le prêt, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus parce que tu as une petite part d'incertitude. Mais est-ce que c'est pas une espèce de frilosité apparente en fait qui braque un peu certains supporters? Oui, effectivement, c'est peut-être une intelligence de recrutement qui peut être perçue comme de la frilosité et qui peut augmenter la défiance envers un joueur qui est dans une situation où il doit se relancer. Effectivement, la formule peut juste effectivement tomber, on va dire, faire baisser un petit peu la hype, on va dire. On peut se dire, même inconsciemment, ouais, s'il était si fort que ça, bah, on l'achèterait direct. Peut-être. Ouais, mais s'il était si fort que ça, il vient pas à Nice déjà. Voilà, mais c'est ça en fait. Voilà. C'est exactement ça. Quel joueur titulaire S'il avait mis 15 buts à Séville, il viendrait pas à Nice, quoi. Bien sûr. Ça, après, pour moi, le prêt, il est, comme tu l'as dit, il est super intelligent dans le sens où forcément, il sort d'une saison compliquée et on va essayer de voir ce qu'il a dans les pattes avant de l'acheter. Donc, c'est très intelligent. Après, Séville vient de l'acheter 25 millions. Une Noah à 18 millions, ça reste très correct. Potentiellement, c'est braquage. Parce que même s'il fait la moitié de sa saison magique, s'il te met 8 buts, 6 passes décisives dans la saison. C'est ça, à 18 millions, si on l'achète pas, on hurle tous, je pense. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Noah moins cher qu'Ounas. Et honnêtement, Ronny Lopez, c'est supérieur à Ounas, sans contestation. Il a fait des saisons qu'Ounas n'a jamais fait, n'a jamais faites encore. Donc, voilà, c'est pas du tout le même level. Hein. Donc voilà, Vira le connaît très bien, il l'a entraîné dans les jeunes de City, donc c'est vraiment un choix de Vira, hein, on nous l'a dit tout ça, donc voilà, c'est un choix à 100% de Vira qu'il le voulait absolument. Le joueur est content de retrouver Vira, donc il va arriver en confiance aussi, je pense, ça va jouer. Voilà, s'il fait une grosse saison et qu'on a une option à 18 millions, franchement, pour moi, on aura fait un choix super intelligent, c'est-à-dire qu'on aura essayé de le relancer. Et si ça marche, ben voilà, c'est banco, tu l'achètes 18 millions et il reste à la maison. L'affaire, elle est réglée. Pour reparler... Vas-y, Alex. Non, vas-y. Ça marche.
Outre l'opération financière qui est très intéressante, le talent du joueur évidemment, parce que bon, après, je pense que à peu près n'importe quel suiveur de Ligue 1 sait ce que vaut réellement Ronny Lopez. Mais là où c'est aussi très intéressant, c'est tactiquement. C'était ma question, figure-toi. Donc, ah bon bah écoute, incroyable. Désolé, je te coupe connecté. Non, c'est parfait, c'est sans transition du coup. Quel talent. Oui. Bon. Mais tactiquement, donc c'est hyper intéressant dans le sens où aujourd'hui à Nice, on a enfin 2 ailiers de débordement qui sont hyper actifs en la personne de Camara et Attal. Attal, on sait très bien que c'est un formidable contre-attaquant. Il va énormément se projeter. Et d'avoir un ailier à droite qui joue faux pied, qui va repiquer dans l'axe pour faire des dédoublements avec Youssef Attal, bah, c'est parfait en fait. C'est juste parfait. Et Denis Bouanga, on en parlait tout à l'heure, Denis Bouanga, je ne sais pas pourquoi je dis Denis comme si c'était un Argentin. Denis Bouanga, c'est exactement pareil. C'est là aussi où il est très intéressant. C'est un droitier qui joue à gauche. Et pareil, ça permettra à Hassan Camara de prendre encore plus facilement le couloir et de pouvoir combiner. Exactement. J'ai vraiment là, moi, on a beaucoup tendance à vanter les mérites du mercato niçois. Et en faisant du name dropping, on cite les noms. Regardez, il y a Schneiderlin, oh, il y a Camara, oh, il y a machin. Moi, c'est la cohérence tactique dont on ne parle jamais, en fait. C'est exactement ça qui est hyper intéressant. Les joueurs en eux-mêmes, ils sont pas si extraordinaires que ça sur le papier. Pour moi, ce sont des joueurs auxquels Nice peut prétendre aujourd'hui. Il n'y a pas de grosse surprise en soi. Par contre, le recrutement est tellement bien ciblé. Moi, c'est ça surtout qui me plaît. Ça se fait rapidement et c'est parfaitement ciblé tactiquement. Ça répond aux besoins de l'entraîneur. C'est surtout en ça que vraiment je trouve ça parfait. Il manque vraiment juste les gauches supplémentaires et c'est parfait. Pour participer un peu au débat sur le système tactique, bon, on sait qu'après 4-3-3, 3-5-2, c'est des chiffres et dans l'animation, dans les phases de jeu, selon la possession de balle, ça s'articule différemment. Mais aujourd'hui, Patrick Vieira va vraisemblablement partir sur le 4-3-3 qu'il utilisait déjà à City, qu'il utilisait au New York City, qu'il a utilisé à Nice également. Tu as assez justement dit qu'on a ces 2 meneurs de jeu excentrés, c'est des joueurs qui sont à l'aise numéro 10, là, mais qui vont jouer sur le côté, Claude Maurice et Ronny Lopez, pour pouvoir rentrer sur leurs pieds et laisser le couloir libre à 2 latéraux assez offensifs. C'est peut-être pour ça que Vieira s'entête avec son 4-3-3. C'est qu'au final, tu n'as pas vraiment besoin de faire cette défense à 5 pour libérer les couloirs, mais que naturellement, tu vas mettre des joueurs oui, parce que c'est pas peu à l'aise dans l'axe. Ouais, c'est pas des purs ailiers en fait. Est-ce que ça va pas libérer aussi un peu de... Tu vas te retrouver dans une espèce de 4-2-3-1 hybride et avoir plus de pourvoyeurs de ballons pour Dolberg, qui est quand même le problème tactique qu'on a rencontré cette saison. Qui est vraiment comment filer des ballons à ce mec qui, une fois qu'il a la balle dans la surface, tu sais très bien qu'une fois sur 2, voire plus, ça va faire but. Ah ouais, c'est ça, c'est clair. Non, mais voilà, tu l'as bien dit. On sait qu'on va avoir des ailiers qui sont pas vraiment des ailiers, c'est-à-dire des ailiers à l'ancienne qui collent la ligne et qui envoient des centres. Ça sera pas Anthony Mounier. Voilà, ça sera un peu des meneurs de jeu excentrés comme on a vu avec Belanda il y a quelques années, tout ça, qui crée le jeu, mais en partant du côté, en repiquant dans l'axe. Donc voilà, comme l'a très bien dit Alex, évidemment, ça va permettre à tes joueurs de couloir de dédoubler et de prendre la profondeur parce que ça va à 10 000 à l'heure sur les côtés. Donc voilà, évidemment que tactiquement, ça peut être intéressant. Maintenant le maestro, c'est à lui, au chef d'orchestre, de bien faire jouer tout ça. Après, pour rebondir à cette question, par rapport au manque de ballon de Dolberg, déjà, il y a une chose qui va changer et qui est radicale, c'est qu'il n'y a plus un mangeur de ballon comme Ounas. Déjà, il va avoir des joueurs qui vont pas râler parce qu'ils sont obligés de faire une passe. On sent que tu l'aimes bien, toi. On sent que tu l'aimes bien. On sent que tu as passé une bonne saison avec Ounas. Ah ouais, non, mais c'était juste plus possible. Après, loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais joueur. Et effectivement, Ounas, il avait des qualités. Mais c'est pas possible. À un moment donné, il a fallu attendre 6 mois pour qu'il lâche enfin un ballon à Dolberg correct. C'est juste pas possible. Là, Ronny Lopez, par exemple, c'est quand même un joueur qui sait jouer tête levée, qui est capable même de jouer numéro 10. C'est quelqu'un qui a, en plus d'une bonne qualité de dribble, qui a aussi une vraie vision de jeu. Et ça va faire énormément. Et moi, ce qui me rassure également, c'est que Patrick Vieira, on a eu souvent des discussions là-dessus sur Twitter et je sais qu'on est plutôt d'accord là-dessus. C'est que le fond de jeu chez Patrick Vieira, c'est pas ce qui saute le plus aux yeux pour rester gentil. On sait que Patrick Vieira, sa grande qualité, c'est quoi dans son jeu ? C'est d'avoir une équipe qui est capable de ressortir le ballon proprement. Mais après, dès qu'on arrive dans les 30-20 derniers mètres, il n'y a plus grand-chose. Mais si tu lui donnes du vrai matos,
avec des joueurs qui sont déjà très intelligents, très évolués tactiquement, bon, bah déjà, ça comblera un petit peu cette lacune tactique. Et ça, à l'époque, il ne l'avait pas avec des joueurs comme Bah là, Goulas. cette année il va pas avoir beaucoup d'excuses, hein, vu le 11 qu'on commence à lui faire avec le banc et tout. Ah, mais là, on est en train de lui donner les clés d'une Rolls. Hein. Donc honnêtement, voilà. D'ailleurs, j'ai une question sur ça parce que comme tout à l'heure, vu que Sky a posé une question sur le fait et où on a répondu qu'il fallait recruter en priorité un ailier plutôt qu'un 8. Si tu recrutes un ailier, on part sur on va dire Bouanga. Avec un 11 actuel, avec Bouanga dans l'équipe, pour vous, la place de Nice, ça devrait être quoi? C'est-à-dire qu'en dessous de quelle place on dit on n'a pas fait de bonne saison? En dessous de 5e. Ouais, moi je te dirais en dessous de 5e, mais ça dépend de tant de paramètres, parce que si tu finis 6e, mais que tu es en 8e de finale d'Europa League et tu gagnes la Coupe de France, est-ce que tu peux dire que tu fais une mauvaise saison? Ouais. Après si t'es pas européen, je pense l'année prochaine. Voilà. Le mauvais résultat, c'est ça. C'est si t'es pas européen. Voilà, si ça. t'es européen par la coupe ou parce que t'as gagné l'Europa League, forcément, c'est pas une mauvaise saison. Quoi. Ouais, voilà. Non, mais sans s'enflammer. Si en fait tu perds 2 places parce que t'as dû jouer 2 tours d'Europa League en plus ou aller jouer au Stade de France, tu seras un peu plus conciliant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, tu dois terminer dans les 6 premiers. Si tu as un mauvais alignement des planètes, que tu as et Lyon, et Marseille, et Monaco, et Lille, qui font une grosse... Rennes, vu qu'ils vont avoir la Coupe d'Europe, c'est comme toi, tu dois pouvoir les manger. Mais si tu as vraiment les clubs vraiment plus gros que toi, donc Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lille, qui sont vraiment au-dessus de Nice, indiscutablement aujourd'hui niveau puissance financière. Faudra voir Lille le mercato, mais est-ce que c'est plus fort que Nice actuellement à Lille? Je sais pas. C'est plus fort, c'est plus régulier. Enfin, ça a joué les 3 premières places ces dernières saisons, et ça va avoir plus d'argent. Donc, il y a un vrai projet de jeu. Je te dis pas que dans 3 ans Nice sera pas capable de faire mieux, mais sur le papier, niveau puissance financière, tu as ces 5 clubs qui sont au-dessus de toi. Donc si tu termines 6e derrière ces 5-là, tu peux pas dire que c'est un échec. Après, si tu commences à avoir Montpellier, Reims ou Rennes devant toi, tu pourras un peu plus grincer des dents à ce moment-là. Je pense que là, ce qui ferait grincer, quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, c'est pas de place européenne. Si dans tous les cas, que ce soit par la Coupe ou par le championnat, si t'es pas européen l'année prochaine, ça sera pas une bonne saison. Et la qualité de jeu aussi. Je sais pas ce qu'en pense Alex, que nous, avec Cédric, on en a parlé 27 000 fois. Mais au-delà des résultats, parce qu'au final, les résultats, ils sont là. Hein, si tu t'en tiens strictement au papier, tu fais 7e et 5e. Après, tu sais dans quelles conditions. Clairement. Mais si la saison prochaine, tu fais 5 ou 6, mais que tu as une qualité de jeu dégueulasse... Bah, si tu es dans la lignée des 2 premières saisons, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que si tu refais, admettons, 6 et en 5 ou 6, mais en ayant joué comme les 2 dernières saisons... Ah non, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas en fait, tu peux pas te contenter de ça. Après, il y a jeu dégueulasse et jeu dégueulasse. Moi, si on parle vraiment de jeu dégueulasse, dans le sens où on le voit ces derniers temps avec Patrick Vieira, avec un jeu où justement c'est ennuyant, on voit pas d'idées directrices dans le jeu, effectivement c'est dégueulasse. Si on me dit un jeu dégueulasse entre guillemets à la Galtier parce que c'est défensif, là non, ça me dérange pas parce que là au moins c'est maîtrisé. Maîtrisé tactiquement, c'est pas... Voilà. Ça par contre, avoir des résultats et jouer à la Galtier ou à la Simeone si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, les purges qu'on se fade depuis 2 saisons avec Patrick Vieira, c'est plus possible. Et quand je vois Jean-Pierre River dire Patrick Vieira, comme d'habitude, on se verra en cours de saison pour faire le point, moi j'ai quand même un petit peu l'impression que c'est un petit avertissement quand même, quoi. Ouais, ça ressemble à ce qu'on avait dit à Claude Puel, qu'on a finalement choisi de jarter pour Lucien Favre. C'est on lui donne pas blanc-seing maintenant, mais on attend l'année civile prochaine par exemple pour voir si le vent tourne s'il est capable justement de conduire la Ferrari. Parce que Jean-Pierre River, c'est quelqu'un quand même d'extrêmement intelligent, on l'a toujours vu. Et quand il y a des choses qui coincent sur la durée, des choses où vraiment qui choquent tout le monde et on comprend pas pourquoi ça traîne, ça veut pas dire qu'il ne le voit pas. Si on peut faire le parallèle, par exemple, avec Claude Puel, à l'époque où il faisait jouer son fils, où ça a traîné en longueur, on se dit mais c'est pas possible, la direction elle fait quoi? Il voit pas que le fils il est en train de poser problème dans cette équipe. Si, ils le voyaient, mais ils ont cette réticence à rapidement virer un coach. Parce que si tu le fais partir un an avant, le problème c'est que si tu vires le coach pas au bon timing, tu te retrouves avec Der Zakarian sur le banc. Enfin, quoique maintenant Der Zakarian, visiblement, il joue l'Europe en Ligue 1 aussi, mais
Voilà, tu te retrouves avec un coach sans véritable plus-value, alors que si tu t'arrêtes au bon moment, tu peux aller chercher un Lucien Favre. Et l'année prochaine, si Vira te qualifie en Europe, tu as peut-être plus d'arguments que si tu es 8e de Ligue 1. Ouais, exactement. Messieurs, on a fait une petite heure d'émission très sympathique. Moi, j'ai pas vu passer le temps. Personnellement, je pense qu'on a été assez complet sur la semaine de l'OGC Nice, qui a été assez chargée. Alex, merci d'être venu. Avec grand plaisir, quand vous On voulez. on te retrouve sur YouTube, hein, sur ta chaîne, avec DC FootX, toutes tes émissions. Plus de Football Manager avec Arsenal, parce que tu as été vaincu par la malédiction des Gunners. C'est ça. Mais par contre, j'en profite pour faire une petite promo. Donc, comme tu as dit, j'ai ma chaîne YouTube, Alex de Castro, et ma chaîne Twitch aussi, que je vais lancer la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura toutes mes émissions. Il y aura de nouveau du Football Manager, mais plus avec Arsenal. J'ai assez donné. Cédric, nous on se retrouve la semaine prochaine, une petite émission spéciale suisse normalement, donc l'Automba qui on l'espère sera officiel, et puis on parlera un peu de Lausanne, de Hendoy, voilà, on profitera de faire un tour en Suisse directement avec un invité là encore spécialiste de ce championnat. Messieurs, bonne soirée, merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, on se retrouve très très vite dans un prochain numéro d'Avanti Nissa, et d'ici là, Issa Nissa.